Bonsoir à tous. Merci beaucoup à M. Barbeau et aux organisateurs pour leur invitation de ce long voyage pendant un an au cœur de notre système universitaire. Et merci beaucoup à Christine Musselin de sa présentation. Je pense que vous avez chaudement applaudi, vous avez raison. Et puis plus largement, si je peux me permettre, pour l'ensemble de ces travaux de recherche sur l'enseignement supérieur. On en parlait tout à l'heure, travaux qui sont plutôt des domaines un peu singuliers dans l'université française par rapport à beaucoup de pays étrangers. Je voudrais revenir, avant d'aller sur quelques cas particuliers, donc vous allez voir qu'ils sont très complémentaires à ce que Christine a pu dire. Peut-être juste un petit complément et volontairement un semi-désaccord avec Christine que je vais exposer ce soir sur les appels à projets. Alors, certes, ça a été bien dit, donc la commande était de faire émerger, on va dire au début des années 90, ce qu'on constate d'ailleurs, c'est qu'il y a eu à peu près, début des années 2000, c'est à la fois Shanghai et Pisa. Donc ça a quand même, au-delà de l'enseignement supérieur, c'est aussi le scolaire, le supérieur, avec d'un côté Pisa, d'un côté Shanghai, qui ont quand même fait bouger les choses, en tout cas interpeller nos responsables politiques, avec l'idée, rapport Juppé-Rocard aussi, de créer des champions nationaux. Clairement, ces champions nationaux, ils ont émergé, ça c'est pas contestable, à commencer par l'université dans laquelle vous vous trouvez. On a pu le repérer d'ailleurs aussi dans le classement de Shanghai, même s'il y a d'ailleurs des chiffres qui peuvent être interprétés de différentes manières, mais enfin, clairement, les champions nationaux, voire des champions européens, d'ailleurs avec les universités européennes, on commence à les avoir et c'est plutôt réussi. L'autre point qui est peu contestable, et je rejoins Christine Musselin, c'est que les appels à projets ont plutôt bénéficié aux universités des grandes métropoles. Mon prédécesseur, Jean-Richard Citerman, disait souvent qu'en réalité, ce n'est pas une surprise. C'était là où il y avait les premières implantations CNRS. C'était dans les grandes métropoles. Et c'est là où se sont développés les IDEX, les fusions et les regroupements importants qu'a évoqué Christine. Il y a eu le rôle des présidents, mais au-delà de ça, il faut dire aussi que c'était déjà des grandes universités, encore plus en fusionnant. Du coup, ils avaient aussi les moyens administratifs pour porter ces projets, pour organiser les universités. Et donc, logiquement, ils ont été placés en avant. D'ailleurs, la différenciation qui a été évoquée, elle est, comment dire, on ne peut pas dire qu'elle soit subie parce que finalement, elle est en quelque sorte acceptée aujourd'hui par l'écosystème, ne serait-ce que par les conférences au sens large, université, puisque en quelque temps, il y a toujours la CPU qui est devenue France Université, qui représente l'ensemble des universités, mais aujourd'hui, c'est ajouté U10, qui représente les fameuses grandes universités intensives de recherche ou de recherche intensive, comme on veut. Ça, vous ne devez pas connaître. Il y a aussi un petit groupement qui s'appelle l'Initiative et qui regroupe les établissements qui ont gagné les appels à projets ICIT. Et puis, il y a également, alors on évite d'utiliser le mot, mais les petites et moyennes universités. Je dis ça parce qu'un jour, on avait fait un rapport qui s'appelait comme ça, qui était sur le fond très éclairant, mais le titre n'avait pas forcément plu. Mais enfin, forcé de constater qu'aujourd'hui, il y a une association qui s'appelle l'OREF et qui regroupe, on va dire, ces acteurs disons, plus présents dans les territoires et un peu moins intensifs en recherche. Et donc, c'est intéressant parce que, quelque part, l'écosystème, la communauté, finalement, accepte elle-même ce facteur d'évolution qui est une forme de différenciation. Alors, le petit point de nuance avec Christine, c'est que si on regarde bien, et je parle aussi en tant que vice-président d'un des grands jurys de France 2030, on n'a pas fait que arroser uniquement là où l'herbe était déjà verte. J'en parlais hier avec mon collègue inspecteur général Philippe Hellerkamp, qui est l'ancien président d'Avignon. Et c'est en gros, les quelques mots que je vais vous dire sont nés de ce dialogue. J'avais retouché un peu mon intervention suite à cette conversation. En fait, oui, le petit point de désaccord, c'est que quand vous regardez l'ensemble de ces appels à projets, bien sûr, il y a eu les IDEX qui ont amené les fusions, on a parlé de Bordeaux, on a parlé de Strasbourg, mais il y a eu beaucoup d'appels à projets, y compris des appels à projets importants et qui ont bénéficié à des petites et moyennes universités.
Alors j'ai pris quelques... Et donc pas seulement à des grandes. Et donc il y a eu un effet, une dynamique qui s'est produite sur les grandes universités fusionnées, mais aussi sur un nombre assez significatif d'universités petites et moyennes. Alors je prends par exemple Nîmes, la plus petite université de France, qui était lauréate de l'appel à projet Excellence et qui s'est transformée en EPE, établissement public expérimental, au 1er janvier dernier. Pas loin de Nîmes, vous avez Montpellier 3, Paul Valéry, grande université sciences humaines et sociales, qui a été lauréate de ce même AP et qui a aussi engagé un EPE. L'université de Valenciennes, ça a été une des premières, 10 000 étudiants, hein, c'est pas beaucoup, à se transformer en EPE avec, donc s'appelant maintenant Université Polytechnique des Hauts-de-France. Et évidemment, on cite souvent La Rochelle, Avignon, mais on pourra ajouter Brest ou Amiens, etc., qui ont cumulé une masse considérable de financement PIA en étant lauréats de beaucoup d'appels à projets. Alors certes, après, il reste à coordonner un peu la stratégie autour de ça. Mais en tout cas, les financements ont été considérables et encore plus des transformations internes. Pour nous, à l'inspection générale, sont toujours des références. On nous dit parfois, vous allez beaucoup à Bordeaux, à Strasbourg, oui, mais on va aussi beaucoup à Avignon, à La Rochelle et dans beaucoup de petites universités qui ont gagné un certain nombre d'appels à projets. Et puis, j'aurais pu parler en région parisienne de Gustave Eiffel ou de Cergy, CY, dont il n'était absolument pas écrit à l'avance qu'il figurait aujourd'hui dans les références en matière universitaire. Il y a 2 points quand même intéressants. C'est que le premier, ils ont gagné, ou elles ont gagné ces appels à projets parce qu'ils avaient une activité de recherche, alors certes beaucoup moins importante que les grandes universités, c'était quelquefois des niches de recherche sur 2 ou 3 sujets, mais ils ont su très bien les mettre en valeur. Et l'autre chose très intéressante, et je le constate en étant donc vice-président de la MICMA, c'est l'appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir, c'est que on les retrouve côte à côte dans des salles quand on fait les jurys, où il y a le président de l'université ou le vice-président, mais aussi le président de région ou le président de la métropole, et donc il y a un vrai effet de jointure entre des territoires, des universités. Et ça, c'est vraiment le produit des appels à projets s'agissant d'universités de taille plus modeste. Et puis le deuxième point qui est important, et là, c'est pas un argument d'autorité, mais croyez-moi sur parole, parce que à l'inspection générale, on passe notre vie dans les sites. Ce qui est vraiment extrêmement intéressant, c'est que toutes les universités et d'autres ont produit des transformations administratives extrêmement intéressantes en matière de sécurisation juridique et financière des établissements, en matière de développement des ressources propres, même si elles sont moins importantes parfois qu'ailleurs, en termes de pilotage par les données, ou même pour certains, d'essayer d'obtenir la dévolution de leur patrimoine immobilier. Donc voilà, c'était le petit point de nuance. Il n'y a rien à retirer à ce que disait Christine, mais il faut, je pense, aussi avoir en tête que les appels à projets, y compris encore aujourd'hui avec la MICMA. La MICMA, on a La Rochelle, on a Avignon, on a Amiens. Certes, on a aussi Bordeaux et Strasbourg, mais on a aussi une multitude d'autres universités qui bénéficient de l'appel à projets. Donc voilà, il n'y a pas... ce que je voulais juste vous dire, c'est que voilà, faut pas forcément avoir l'idée que ce paysage avec les appels à projets a fait des gagnants d'un côté, des perdants de l'autre. Là où je dois être honnête, c'est que, et nous, on essaie d'ailleurs d'observer un peu ça, c'est ce qui est un peu en dehors du radar. Hein, parce que je ne voudrais pas non plus que vous ayez en tête qu'il y a, en effet, il y a d'un côté des grands qui ont eu, mais quand même que les petits, ils ont eu beaucoup. Il y a quand même une marge d'université qu'il faut observer, qui sont parfois hors radar et qui n'ont pas eu les évolutions que j'ai indiquées. Et enfin, nous, on va essayer d'aller à leur rencontre. On peut penser notamment à l'outre-mer, qui mérite une attention très particulière. Alors du coup, évidemment, c'était concerté avec Christine pour que ça soit très, très complémentaire dans nos interventions. Et puis, donc j'ai essayé de rentrer sur des cas concrets qu'on a pu travailler à travers des rapports d'inspection. Mais surtout, je voulais aussi rester sur le modèle, puisque c'est le modèle universitaire français. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un modèle efficace ? Qu'est-ce qu'il y a encore comme progrès à faire ? Et du coup, j'ai voulu, à travers nos rapports, traiter 3 sujets. Le premier sur l'organisation de notre administration universitaire, qui fera l'objet d'une conférence un peu plus tard, et donc ça sera une sorte de mise en bouche. Le deuxième sur le sujet de la gouvernance, avec quelques exemples. Et le troisième sur la question de la massification. Alors pour ça, vous voyez qu'il y a 3 rapports que je vous ai indiqués. Sur le
Sur la gouvernance, on traitera beaucoup de celui à droite, qui est la place des composantes dans l'université, donc avec un collègue qui est parti en retraite, Bertrand Minot, mais Émilie Pauline, Philippe, Erwan Pétel, Marie-Dominique Savina sont toujours avec moi à l'inspection générale. Sur le même sujet de l'organisation, on utilisera beaucoup le rapport de Brice Lano, Émilie Pauline et Philippe Rimbaud sur l'université de Poitiers, je vous en parlerai. Et puis sur la partie formation étudiants, qu'a évoqué Christine à juste titre tout à l'heure. On a eu un rapport il y a 2 ans extrêmement important avec Frédéric Forest, Pierre-Yves Cachard, Amaury Flégès, Aziz Gela, Michel Lunier, il y avait aussi Françoise Flich comme pilote. Alors, sur le premier point, qui est l'administration de nos universités. Comme vous le savez, donc, elle est extrêmement atypique, ce qui est pas ni un bien ni un mal en soi, c'est comme ça. En tout cas, si on la compare à d'autres grandes administrations que vous connaissez peut-être, l'administration hospitalière ou celle des collectivités locales, voire l'administration d'État. Si on compare avec les systèmes internationaux, c'est sans doute un peu moins vrai, mais au niveau d'organisation en France, en tout cas, elle est très atypique. Alors ça vous a été dit, ça vient beaucoup de l'héritage napoléonien, de la structuration en faculté, et puis de l'attachement très fort, encore aujourd'hui évidemment, et soutenu aux libertés académiques du corps enseignant et des différentes équipes. En réalité, et on en parlait en aparté tout à l'heure, mais jusqu'aux années 60, 70 et même au-delà, les professeurs dans les facultés faisaient un peu tout à la fois. Ils enseignaient, bien sûr, mais c'était aussi eux qui s'occupaient de la gestion. Il n'y avait pas de directeur, il n'y avait pas de DGS, directeur général de service, il n'y avait pas de grand directeur métier, il y avait encore moins de directeurs généraux en charge du pilotage. Il y avait juste quelques administratifs pour la scolarité ou les examens. Alors, c'est pas que les universités voulaient pas d'ailleurs, mais c'est surtout que l'État leur laissait pas faire grand-chose. Il n'y avait pas beaucoup d'autonomie en dehors de la pédagogie. Il y avait une autonomie universitaire très forte. Celle-ci, c'est vraiment une caractéristique de la culture française. Mais en tout cas, il n'y avait pas une autonomie des universités, en tout cas jusqu'à la loi Pécresse de 2007. Donc avec cette loi, la sous-administration, on peut dire un peu culturelle, de nature, s'est estompée, mais cette culture un peu particulière de rapport à l'administration, elle n'a pas totalement disparu. Et on le voit avec, on y reviendra, un positionnement un peu flou qui entoure les compétences des différents acteurs au sein des universités. On dit souvent, je ne vais pas dire si c'est une expression, je demanderai à Christine quand elle sera là, on dit souvent que l'administration universitaire, c'est une administration éclatée. Donc voilà, Christine n'a pas parlé, donc c'est pas d'elle, alors c'est peut-être de moi, mais voilà, je trouve que en tout cas l'expression me semble heureuse, parce qu'on a une administration qui est dispersée entre direction générale des services centraux, des services communs, évidemment les administrations des composantes, sans compter les laboratoires de recherche ou des départements pédagogiques. Bon, en soi, au nom du principe de subsidiarité, peut-être, une dilution n'est pas en soi originale. Ce qui est plus original dans l'université, c'est qu'à côté, il y a des problèmes de hiérarchie, et des hiérarchies assez confuses, avec notamment les composantes, donc héritières des facultés, qui, on peut le comprendre d'ailleurs, ne veulent pas être réduites, ou n'ont jamais voulu être réduites, à un simple niveau d'exécution administrative dans le cadre d'une chaîne hiérarchique, d'une forme de verticalité. C'est la même chose dans les UMR, enfin c'est même pire, hein. On travaille en ce moment, nous, sur la simplification de la recherche, ou dans les UMR, bon, ce qui est très bien, c'est que vous regroupez, c'est très agile, hein, vous regroupez plein de gens, mais chacun a sa tutelle, chacun aime bien travailler ensemble, aime bien déjeuner ensemble, même si les gens n'ont pas forcément les mêmes cartes de crédit pour déjeuner, mais en tout cas, on obéit à sa tutelle, qui peut être le CNRS, l'INSERM ou l'université. Sur le papier, le DGS, il a autorité sur tout le monde. C'est-à-dire quand il dit « je suis DGS d'université », c'est comme un DGS de mairie ou un DGS d'hôpital. On se dit toujours, bah voilà, le moindre salarié, il a quand même un grand patron qui est le DGS. Bah non, pas dans l'université. Enfin, en théorie, oui. En pratique, non. En tout cas, ça reste un élément à traiter. Le second point qui est très singulier pour l'université, c'est l'implication, par rapport aux autres organisations administratives, c'est l'implication très fréquente d'acteurs non administratifs dans la sphère administrative. Mais ça vient un peu de l'ancien temps où les profs, les enseignants-chercheurs, faisaient tout, et leur boulot de prof, et leur boulot, on va dire, d'élu, enfin de doyen, et le boulot administratif. Alors évidemment, comme Christine l'a bien dit, il y a eu cette montée en compétences, et puis en nombre aussi,
de personnel administratif, et du coup, ça crée des vrais hiatus. Alors déjà, il y a des petites bagarres entre présidents et directeurs généraux pour savoir qui fait le pilotage. Il y a des bagarres aussi sur la mise en œuvre des décisions, qui est débattue entre est-ce que c'est l'administration, est-ce que c'est l'enseignant-chercheur, est-ce que c'est plusieurs entités d'administration, donc parfois avec des risques de doublons. Et puis évidemment, ces problèmes, ils sont un peu accentués parce qu'on a vu aussi, pas partout, mais dans un nombre conséquent d'universités, on le constate dans nos missions, parfois un nombre assez extraordinaire de vice-présidents, de vice-présidents délégués, de chargés de mission. On peut en avoir jusqu'à 30 ou 50 dans certaines universités. Donc forcément, pour un DGS, c'est pas commode, surtout s'il venait pas de l'université, de comprendre ce type d'organisation. Mais bon, à la fin, bon, c'est toujours intéressant à observer, mais le sujet, c'est de savoir si ça produit des choses positives ou pas, si c'est des freins ou pas des freins. Parce qu'après tout, si ça produit que des choses positives, on dira l'organisation est différente, mais c'est comme ça. Alors justement, alors évidemment, mon propos, c'est aussi pour vous dire que non, ça peut un peu gripper le système quand même. Alors justement, l'année dernière, enfin il y a 1 an et demi, on a travaillé longuement en accompagnement de l'université de Poitiers sur son organisation. Poitiers, qui est une très belle université, justement avec éligible à lauréate de beaucoup d'appels à projets, présente dans le classement de Shanghai, très intégrée sur son territoire, et puis avec des très beaux labos de recherche également. Mais bon, elle avait eu une évaluation HCRS qui avait indiqué que, en gros, pour faire simple, c'était une très significative de ce qu'on appelle une intégration éclatée, avec des composantes, je cite, qui entravaient le développement de l'université, pesaient sur son processus de décision et sur son fonctionnement quotidien. Donc, mon inspection générale a été missionnée en accompagnement. Nous, principalement, on fait de l'accompagnement d'université, en RH, en finance, pour proposer des solutions. Nos constats ont confirmé ce qu'avait dit le HCRS, avec une organisation administrative de l'université de Poitiers, dont les services étaient éclatés sur des campus, sur des composantes, une dispersion forte, des vrais problèmes de lisibilité, et du coup, j'aime plus dire le mot souffrance, mais en tout cas des difficultés, enfin en tout cas des problèmes au travail parfois, des personnels, et puis quelque chose qui était vraiment embêtant pour la dynamique de l'université. Les gens se connaissaient pas assez, parfois ils avaient l'impression de faire les mêmes choses, et donc la gouvernance de l'université comptait vraiment sur nous pour les aider à traiter ce sujet. Alors, je parle de Poitiers évidemment parce que notre rapport est public, hein, mais aussi parce que de toute façon c'est une belle image de demande d'accompagnement de notre inspection générale et de progrès collectif de la part d'une université par ailleurs très, très performante. Alors en quoi c'était gênant, pour vous donner des exemples, c'est que par exemple quand vous avez beaucoup de missions dispersées dans des compétences, vous pouvez avoir des problèmes vous avez en général des tout petits services, donc vous pouvez avoir des problèmes de continuité de service. Il suffit qu'un arrêt maladie et puis tout va s'arrêter sur un campus ou dans un UFR, où ça peut être quelqu'un qui est mobilisé sur un travail prenant et du coup qui n'aura pas le temps de faire quelque chose sur lequel il est aussi très attendu par les étudiants ou par le directeur de l'UFR. Évidemment, quand vous avez aussi c'était bien dit tout à l'heure par Christine, il faut se l'imaginer, hein, ça a été vraiment un choc positif pour les universités, mais c'est une énorme transformation du point de vue administratif. Et du coup, évidemment, quand vous avez des gens qui sont dispersés dans plein de composantes, il y a des vrais problèmes d'expertise qui peuvent s'opposer à un moment donné. Parce que vous avez une université qui veut progresser, qui veut se transformer, qui demande du pilotage par les indicateurs, qui pose des questions RH extrêmement importantes. Et quand tout est dispersé, quand c'est éclaté, forcément, il y a la réponse attendue en termes de professionnalisation n'est pas toujours celle qu'il faudrait. Alors Poitiers ne nous avait pas attendu, hein, d'ailleurs, pour essayer de corriger ça. Ils avaient créé notamment ce qu'on appelle des mutualisations intercomposantes, qui n'avaient pas beaucoup plu au début. En fait, après, elles étaient assez acceptées. Et donc, nous, en fait, on a plutôt poussé dans ce sens en incitant l'université à créer pour chacune des différentes fonctions support, RH, finance, un système d'information, des plateformes de mutualisation au niveau des différents campus de l'université. Pour la scolarité, en revanche, on a laissé, puisqu'on est au plus près de l'usager, de l'utilisateur, on a laissé des structures de proximité très, très fortes, à l'inverse d'autres fonctions support.
Et puis, il y avait aussi, mais ça on le retrouve dans d'autres universités, des vrais problèmes de lien entre les directions métiers, donc au niveau central, et puis les composantes. Tout le monde nous a dit que la répartition des rôles n'était pas claire, qu'il y avait aussi un besoin parfois de mieux se connaître, de connaître les missions que d'autres faisaient, enfin identiques, mais dans d'autres composantes. Du coup, on a proposé typiquement une clarification des organigrammes, des annuaires fonctionnels, et puis pour essayer de, je fais vite, mais pour essayer de donner un peu de cohérence et être sûr que voilà, ça allait vraiment bouger sur le moyen et le long terme, des contrats de service pour les plateformes de mutualisation et puis des contrats d'objectifs et de moyens entre centres et composantes. En tout cas, avec Poitiers, on a eu un cas vraiment extrêmement intéressant, qui n'est évidemment pas un cas isolé, mais voilà, d'une université qui se transforme, qui se développe, mais dans un univers administratif de très forte complexité. Moi, j'aime bien la complexité. La complexité, elle est parfois indispensable, mais voilà, il ne faut pas qu'elle se fasse ni au détriment de la transformation de l'université, et ni au détriment aussi de la qualité du travail et de la qualité de vie au travail des personnels, quelque chose qu'on retrouve parfois, évidemment, dans les universités. En tout cas, d'ailleurs, la présidente de l'université doit venir faire une petite présentation du bilan après un an ou deux du travail qu'on a fait en commun. Mais enfin, en tout cas, les échos qu'on peut avoir sont assez positifs sur ce travail. Alors, je voudrais maintenant venir, mais c'est un peu le même sujet, sur le rapport qui est à droite, sur les rapports entre centres et composantes. Parce que là, c'était un rapport plus, on va dire, de politique publique et moins d'accompagnement sur ces fameuses articulations. Donc le problème, vous le connaissez. Donc d'un côté, une histoire universitaire qui met en avant la composante, et puis de l'autre côté, les RU, les PIA successifs, qui amènent plutôt une demande de prédominance de l'exécutif universitaire au nom d'un besoin décisionnel, Et puis, c'est vrai qu'il y avait une faille, en tout cas, dans le débat qui était porté au niveau de la loi LRU. L'inspection générale, à l'époque, était déjà très active. C'est qu'on n'a pas énormément pensé ou tranché la question de l'équilibre des responsabilités entre niveau central et composante. On a tranché plein de trucs, on a débattu plein de trucs, mais pas forcément ce sujet-là. Et du coup, on le voit, mais vous le constatez peut-être même dans la presse spécialisée, il y a encore beaucoup d'acteurs de l'enseignement supérieur recherche qui lisent l'université, son développement, pas comme on l'a fait ce soir, mais à l'aune de rapports de force entre composantes et centres. Et donc, c'était intéressant. On voulait, en allant sur les sites, et puis aussi en essayant de réfléchir un petit peu, avec notre mission d'inspection générale, de voir s'il y avait des solutions pour essayer de freiner cette opposition, en tout cas cette défiance parfois entre centre et composante. Et donc la principale proposition qu'on développe, qui n'est pas d'ailleurs hors sol, puisque c'est celle qui est appliquée depuis peu à l'Université de Lille, c'était que les responsables de composantes puissent tenir un vrai rôle dans le projet global de l'université, dans sa stratégie et dans sa mise en œuvre. Exactement, parce que c'est quelque chose qui nous est peut-être plus familier, ce qui s'est passé dans les communautés d'agglomération, où les maires des communes sont toujours maires de leur commune, mais ils siègent non seulement au conseil d'agglomération, mais parfois au bureau exécutif de la métropole ou de la communauté d'agglomération. Donc derrière ce nouveau design organisationnel, alors qu'aujourd'hui, comme vous savez, il y a d'un côté l'équipe présidentielle, et puis de l'autre les directions de composantes. J'ai remarqué tout à l'heure, il y a un petit conseil qui est censé les réunir, qui n'a pas autorité, qui n'est pas très efficace, et en tout cas qui ne produit pas vraiment de rapprochement, sauf là où, par bonheur, les gens s'entendent vraiment bien. En tout cas, ce n'est pas une instance qui produit beaucoup. Donc derrière ce nouveau design organisationnel, l'idée c'est d'une gouvernance mieux partagée, mieux structurée, une sorte de modèle gagnant-gagnant, comme il est écrit dans le rapport. Donc concrètement, on souhaite, c'est une proposition, nous on est là pour ouvrir des débats quand on fait des rapports de politique publique, un peu comme peut faire la Cour des comptes, ce qui veut dire que c'est pas parfait, mais l'idée, c'est que ça soit discuté, débattu, et notamment sur les constats, même si après les gens adoptent d'autres solutions. Donc nous, par exemple, on propose de remplacer l'actuel conseil des directeurs de composantes, la fameuse structure dont je parlais tout à l'heure, dont le fonctionnement est peu évident, par un conseil exécutif de l'université qui réunirait le président, les VP statutaires, le directeur général des services, c'est important, et les responsables de composantes, et qui seraient chargés de la mise en œuvre du projet d'établissement adopté par les instances.
Alors évidemment, vous me direz comment on fait quand on a beaucoup de composantes. L'idée, c'est en effet que le système il marche avec un peu moins de composantes, et c'est précisément ce qui s'est passé à Lille, où le nombre de composantes a été fortement réduit pour permettre ce projet organisationnel d'aboutir. Donc si on résume, on aurait des instances classiques, CA, CAC, pour occuper le niveau stratégique, et un conseil exécutif pour exercer le pilotage et la coordination. Vous voyez bien l'intérêt, c'est que du coup, un peu comme dans les métropoles et communautés d'agglo, quand le maire il rentre dans sa commune, s'il se fait un peu engueuler pour ce qu'a fait l'agglomération, il est apte à la défendre parce qu'il fait partie aussi de l'exécutif, donc il peut expliquer lui-même ce qui s'est passé, pourquoi on l'a fait, quelles raisons, etc. Donc c'est exactement ce qu'on veut faire. Les composantes seraient partie prenante de la construction du projet d'établissement et du coup, évidemment, aussi en charge de l'exécuter. Alors qu'aujourd'hui, elle se positionne de manière, par construction, on va dire, critique ou potentiellement critique par rapport au projet d'établissement. Alors du coup, ça pourrait en effet pas être des heureux, puisque ça serait une équipe présidentielle qui serait réduite au seul VP statutaire. On n'aurait plus les 20-30 chargés de mission, VP délégués, etc. Puisque du coup, une partie des responsables de composantes, directeurs ou directeurs adjoints, enfin des élus de composantes, on peut imaginer, seraient dans ce conseil exécutif et auraient une partie des missions, on va dire, des actuelles équipes présidentielles. Exactement comme aujourd'hui, vous avez un maire qui en même temps est responsable de l'eau et de l'assainissement à la communauté d'agglomération ou des transports ou de la mobilité ou des finances, etc. Donc c'est le système qu'on voudrait bâtir. Alors évidemment, du coup, ça permet de régler le problème président DGS, qui devient un vrai duo. Vous connaissez des universités où il y a, souvent, notamment avec les IDEX, c'est des duos DGS présidents qui se sont mis en place, mais c'est pas toujours le cas. On a des DGS qui sont parfois, en tout cas, un peu éloignés de la décision politique. Le président, il fait le lien entre le conseil exécutif et les instances, et le DGS, lui, il est vraiment le patron de l'ensemble des personnels non académiques du territoire de son université. Ce faisant, sous le contrôle de Christine, on se rapprocherait évidemment d'un certain nombre d'organisations qu'on a dans les pays anglo-saxons, avec le président d'un côté, le prévôt de l'autre, et une sorte de séparation, mais sous forme de projet, entre les tâches du président et les tâches du DGS, qui serait le seul responsable hiérarchique des personnels administratifs. On a dit tout à l'heure que le système, il supposait évidemment, normalement, de réduire le nombre de composantes s'il était en soi trop élevé, mais il y a aussi forcément une question qu'on a souhaité aborder dans le rapport de synchronisation des mandats électifs. Aujourd'hui, vous savez que la règle, c'est la désynchronisation. Alors, moi, je ne me prononce pas, et mon inspection générale non plus, sur tous les sujets de démocratie universitaire, s'il faut des collèges, etc. Ça, ce n'est pas du tout notre rôle. En revanche, on peut se prononcer sur le sujet de la durée des mandats et de leur synchronisation. D'ailleurs, qu'il y ait conseiller exécutif tel qu'on propose ou pas conseiller exécutif. Parce que ce qui est le cas, et tout le monde le constate, c'est que les élections internes des composantes aujourd'hui sont des sortes de midterm elections. Alors, on les attend peut-être avec impatience aux États-Unis en ce moment, mais il faut encore attendre 1 an et demi. Mais en tout cas, en France, elles viennent très souvent, dans nos universités. Et c'est quand même des sources de fragilité pour la gouvernance, et en tout cas pour l'idée qu'on se fait d'une université qui aurait un portage politique possible, avec beaucoup de cohésion sur une durée suffisamment longue. Alors en fait, ce décalage, il faut savoir que en 68, la loi dont on parlait, elle avait créé ce décalage. La loi Savary en 84 l'a supprimé, et la loi Pécresse en 2007 l'a réintroduit. Donc le décalage entre les élections composantes et les élections des présidents et des équipes présidentielles. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a un débat permanent. On ne peut pas dire qu'il y a une jurisprudence, puisqu'on est en fac de droit ici, mais en tout cas c'est une question essentielle pour le pilotage. Donc nous, notre position, c'est des mandats alignés, et plutôt des mandats de 5 ans que des mandats de 4 ans, ce qui permettrait de s'aligner sur le futur contrat, le COMP. On aurait une équipe présidentielle, des équipes de composantes, et en plus un contrat passé avec l'État sur une durée. On peut penser
que ça amènerait en effet un peu plus de cohérence et de permanence et de puissance dans la gestion du projet, et puis surtout un peu moins peut-être de séquences politiques, comme on dit, dans les universités qu'on peut avoir aujourd'hui avec en fait cette multitude d'élections présidentielles ou de composantes, sans évidemment nuire du tout à la démocratie universitaire. Il s'agit un peu de réduire ces périodes pour avoir plutôt des périodes, finalement, au lieu parfois de se combattre ou de s'affronter, plutôt des périodes où on construit ensemble un projet, où on pense, comme l'a dit Christine, aux étudiants, à la gestion de ses ressources propres, etc. etc. Alors j'en viens justement pour terminer, justement au sujet étudiant. Parce que c'est vrai que c'est toujours, il y a toujours eu ce débat, même à l'inspection générale. On pense trop organisation, on pense trop immobilier, on pense trop regroupement, etc. Et les étudiants là-dedans. Et alors, non, forcément, un modèle performant, c'est un modèle où les étudiants sont à minima à égalité, en tout cas, de traitement avec les autres acteurs. Même si c'est vrai, vous le savez, que le classement de Shanghai porte évidemment principalement des sujets de recherche, et donc n'encourage pas forcément, heureusement les universités le font quand même, mais à traiter de l'étudiant. Il y a eu d'autres tentatives, il y a des classements qui le font un peu plus, il y a eu d'autres tentatives au niveau européen, mais ça reste Shanghai quand même le juge de paix principal. J'en parlais à Christine l'autre jour, j'ai retrouvé un article de Jean-Claude Casanova, un de mes grands professeurs à Sciences Po de 2007, qui parlait justement du modèle universitaire. Et je ne sais pas si c'était lui ou il l'avait repris, mais il disait qu'au cours du temps, l'université avait 3 fonctions. La sélection des élites en 1, la recherche scientifique en 2, et la formation de masse, la formation supérieure de la population, on peut dire, en 3. Alors si on regarde pour la France, le premier défi, la sélection des élites, on l'a réussi assez tôt, même dès le 19e siècle, en France, et on a réussi à le prolonger. La recherche, on était un peu en retard, notamment sur nos amis allemands, qui n'étaient pas nos amis à l'époque. Mais bon, avec tout ce qui a été fait au XXe siècle et au XXIe siècle, qui a été décrit tout à l'heure, avec les universités intensives de recherche, on peut considérer que, en tout cas, le pari est réussi, où tout se met en œuvre, où tout est mis en œuvre pour qu'il soit, en tout cas, réussi. On est en tout cas dans la bonne direction. Mais il reste un 3e challenge, donc l'éducation supérieure de la population, autrement dit la massification. Ceux qui ont été très bons sur ce sujet, c'est les universités américaines. Parce que dès 1945, il y avait ce qu'on appelait le GI Bill, qui permettait à tous les anciens combattants de s'inscrire à l'université. Et puis dans la foulée, on a créé un objet que moi je trouve extraordinaire, que je connais bien, qui sont les community colleges, donc les Bac plus 2 américains, comme si on regroupait en territoire nos UT, nos BTS, une partie d'enseignement supérieur privé, avec en plus des passerelles très, très faciles, des droits d'inscription extrêmement corrects, et puis des passerelles vers les universités. Donc la démocratisation, les Américains ont su faire. Nous, il a fallu attendre quand même la fin des années 60 pour, avec des intensités variables, aller sur le sujet. Alors, on a eu le rappel tout à l'heure des principales lois. Là, c'est la loi OR de 2018, qui a été importante sur la personnalisation le principe d'une meilleure orientation, les questions d'affectation, permettant de prendre en compte le profil de l'étudiant, donc il y a Parcoursup évidemment derrière. Puis derrière, l'arrêté licence qui propose aussi, qui demande de faire des dispositifs d'accompagnement, je cite, tenant compte de la diversité et des spécificités des publics étudiants. Donc l'IGCR, l'inspection générale, a travaillé donc, il y a 2 ans sur le rapport Frédéric Forest, Françoise Flich, là, qui est à gauche, justement sur ce sujet de la massification, enfin en gros de la réussite. Parce que la massification n'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la réussite. Et là, on a un vrai beau modèle. Alors, ce rapport, je vous encourage à le lire, comme les autres d'ailleurs, mais parce qu'il y a évidemment la réussite en licence, elle est très multifactorielle. Et puis surtout, ce qui est intéressant dans le rapport, ça nous intéresse, ils ont été beaucoup sur les sites, donc il y a beaucoup d'expériences. Je parlais des petites universités, mais les grandes aussi. Quand ils ont gagné des appels à projets, c'est beaucoup d'appels à projets sur la formation, donc il y a vraiment des initiatives assez extraordinaires. Bon, il y a 2 points que j'aime bien dans le rapport, que je traiterai rapidement ce soir, donc sur la première année de licence et la formation, c'est le fait de lutter contre ce qu'on pourrait appeler le curriculum caché, je dirais faire ce que c'est, et puis le deuxième, c'est la promotion de la proximité pédagogique, cher au pilote du rapport, Frédéric Forest.
L'étudiant qui arrive dans une université, y compris ici, je pense, hein, il fait face toujours à 3 obstacles qu'on connaît bien. Et là aussi, on peut toujours comparer aussi avec les campus américains, avec l'Angleterre, pour se dire quand même, bon, c'est compliqué, mais peut-être que d'autres l'ont fait et pas nous. Donc, premier point, l'anonymat de l'université, avec toujours des images un peu sécurisantes d'amphibondés, d'anonymat, de copains qu'on n'a plus, de profs avec qui on ne peut pas parler, de locaux dans lesquels on se perd, d'acronymes, de complexité de l'administration. Enfin, bon, c'est encore... C'est des images, mais elles existent. Deuxièmement, c'est des codes de travail, cette fois-ci, hein, qu'on ne connaît pas bien, très loin de ce qu'on sait au lycée, des méthodologies de travail qu'on ne maîtrise pas. Oui, puis cette rupture, voilà, lycée-université, qui est quand même très forte, surtout si on n'a pas la chance d'être dans la ville où... d'avoir habité ou être au lycée dans la ville où se trouve la métropole, où se trouve l'université. Puis le troisième problème, c'est la question de l'orientation, avec des jeunes qui, tu auras raison, mais voilà, se retrouvent en difficulté, s'aperçoivent assez vite qu'ils sont en difficulté d'orientation et que parfois il va leur falloir, finalement ils baissent un peu les bras, puis ils attendent 1 an avant de reprendre une orientation correcte, en espérant que ce qui s'est passé ne les ait d'ailleurs pas découragés de devenir étudiants et de réussir en licence. C'est pas un hasard d'ailleurs si la plupart des équipes pédagogiques considèrent que voilà, les premiers mois sont évidemment décisifs sur les taux de réussite en licence. J'insiste d'ailleurs sur un point important, parce qu'on parle souvent du taux de réussite, 40%, etc. Il ne faut jamais oublier qu'il y a 20 points d'écart entre le taux de réussite qui est donné sur Parcoursup, 20 à 25 points, et le taux de réussite si un étudiant est assidu. Et quand je dis assidu, c'est pas venir tous les jours ici en bibliothèque, passer des examens. C'est juste avoir une note supérieure à 0 dans une des matières. Enfin, en gros, se présenter aux examens. Donc un étudiant déjà qui fait ça, à qui on dit ça, vous pouvez lui dire non, c'est pas 40%, c'est 60%. Bon, c'est une petite aparté, mais cela dit, nous on recommande dans Parcoursup, sur les formations, de mettre les 2 chiffres. Pour l'instant, on n'a pas été suivi, mais ça sera peut-être. Parce que le premier, il est très décourageant, puis il est très mauvais pour l'image de l'université, parce qu'on a l'impression qu'on oriente mal, que les profs sont nuls, qu'ils ne savent pas faire réussir les étudiants. En réalité, s'il y a un minimum, vraiment le minimum d'assiduité, on retrouve exactement les taux de réussite qu'on a en IUT, en BTS, donc autour de 60-70%. Je reprends mon propos, voilà, pour dire que le rapport et l'équipe considérait que les dispositifs d'accueil actuels, même s'ils sont super méritants, les étudiants se donnent du mal, les associations, les profs, etc., ne sont pas suffisants. Et nous, on voulait essayer de proposer une forme d'institutionnalisation très forte des 6-8 premières semaines, en gros de la rentrée jusqu'à la Toussaint, que ça soit une période où il y a à la fois les cours qui démarrent, comme aujourd'hui, mais en même temps, en parallèle, qu'il y ait vraiment une prise en charge, une prise en main du néo-bachelier pour lui faire intégrer voilà, tout ce qu'on appelle, voilà, c'est ça le curriculum caché, c'est-à-dire qu'il n'échoue pas, qu'il ne se décourage pas à cause d'une mauvaise appréhension de tous ces codes de l'université, code humain, code immobilier, mais évidemment surtout code méthodologique. C'est 2 chercheurs américains, Richard Light et Alison Jegla, qui ont inventé ce concept de curriculum caché. Et vous verrez qu'on le développe et c'est très intéressant dans le rapport. Donc l'idée, c'est de rendre lisible la vie universitaire, donner des repères aux étudiants et surtout, c'est vraiment ça guillemets, hein, porter à leur connaissance des étudiants l'ensemble des informations relatives aux règles implicites de la formation et dont la maîtrise est la condition de la réussite. Voilà. Ce que Sciences Po fait plutôt bien, mais avec voilà, une massification, avec une massification un petit peu différente. Point de vue méthodologique, mais sans doute pas voilà, non plus au point qu'on souhaiterait, et en tout cas moins que... c'est un vrai sujet pour les universités. Enfin, si je fais court, c'est en gros faciliter non pas l'expérience étudiante, mais l'expérience universitaire à travers la lutte contre ce curriculum caché, et puis ces 6-8 premières semaines. Alors ça suppose évidemment des moyens, mais nous estimons que le jeu en vaut la chandelle, étant donné le lien entre l'échec en première année de licence et le problème de ce curriculum. Deuxième point, toujours sur ce sujet, c'est celui de la proximité pédagogique. J'essaie d'accélérer un petit peu, sera le dernier. Donc, qui est en fait un peu le prolongement du curriculum caché, puisqu'il s'agit
finalement d'offrir, vous allez me dire c'est un peu une banalité, mais nous on est là aussi pour le rappeler, mais d'offrir à l'étudiant en première année de licence et pour la suite, mais surtout en première année, la capacité d'avoir vraiment une interaction très correcte entre l'étudiant et avec l'enseignant. C'est pour ça qu'on appelle ça proximité pédagogique. Alors ça suppose évidemment la présence de compétences, ça suppose deux choses. D'abord qu'il y ait suffisamment d'enseignants-chercheurs en licence. En fait, aujourd'hui, on est à peu près à 50%, ce qui n'est pas si mal, parce que parfois on entend des chiffres qui n'ont rien à voir. On est à 50% si on met les professeurs d'université, les maîtres de conférences, et j'ajoute les docteurs, on doit être à 51%. Donc on peut toujours espérer avoir plus, mais le problème n'est pas tellement... C'est bien de les avoir, parce que quand on dit adossé à la recherche, ça veut dire que la licence, elle est bien adossée à la recherche. Adossée à la recherche, vous savez que c'est évidemment, pour un année de licence, on ne va pas faire de la recherche, mais on commence, en tout cas, un enseignant-chercheur, il est capable de commencer à donner des bases et même de présenter parfois d'une manière assez ludique et très pédagogique des choses que lui a apprises au cours de sa carrière. Donc il ne suffit pas d'avoir des enseignants-chercheurs, il faut quand même avoir des enseignants-chercheurs qui sont un peu passionnés par la pédagogie, ce qui n'est pas si évident parce que tout le monde n'est pas forcé de l'être, et puis évidemment parce que l'intérêt pour la recherche, il est fort chez beaucoup de professeurs, donc ils peuvent être OK pour faire les cours, mais pas forcément pour innover ou remettre en cause leur pédagogie. Alors, il y a notamment, je pense à Sorbonne Université, qui a créé une prime pour inciter les enseignants à enseigner en première année, donc qui permettrait de dépasser les 50%. On l'a chiffré, donc ça pourrait être étendu à d'autres établissements. Et puis, ce qu'on propose aussi, qui n'est pas nouveau, parce qu'on l'a proposé à plusieurs reprises, c'est qu'il y ait une habilitation à diriger des formations qui permettent, comme on a une habilitation à diriger des recherches, à entrer sur le parcours de professeur d'université, mais non pas exclusivement, on va dire, par la recherche, mais aussi par la pédagogie et le suivi de la formation. On estime en plus que ça serait évidemment un signal très très fort en termes justement de modèle universitaire et même une sorte de réponse même au classement de Shanghai pour montrer que le professeur d'université, c'est potentiellement un grand chercheur, mais rien n'empêche peut-être aussi qu'il soit grand chercheur et en même temps un grand pédagogue et que parfois d'autres maîtres de conférences qui ont choisi vraiment de s'investir pour les étudiants, d'innover, de refaire les cours, surtout à l'âge de l'intelligence artificielle par exemple, puissent être encouragés pas seulement par l'argent, mais par le statut dans cette volonté. Alors ça pose le sujet de la proximité pédagogique. Pour finir, évidemment, il pose la question des moyens. Je vous laisse lire le rapport. Il est intéressant parce qu'il chiffre à peu près tout ce qu'on pourrait faire avec des scénarios divers. Et vous verrez que, alors évidemment, la période actuelle est un peu, j'espère, un peu exorbitante, non pas du droit commun, mais des finances communes. Mais nous, notre rôle à l'inspection, c'est parfois de chiffrer, de montrer. Et en tout cas, si on prend le bas de l'échelle, mais qui est le scénario à minima, mais qui est très intéressant, vous verrez qu'on arrive dans une période budgétaire, on va dire, un peu plus calme qu'aujourd'hui, à quelque chose qui peut être envisageable, en tout cas qui n'est pas complètement délirant par rapport au budget de l'État. Donc voilà, merci beaucoup de votre attention. Merci aussi beaucoup à tous mes collègues qui ont fait ces rapports et aux autres. Je pense que certains écoutent parce qu'évidemment, ils m'ont beaucoup aidé en général et puis en particulier pour certains sur cette intervention. Bon, j'ai été simplement, j'ai été leur modeste porte-parole.